Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Les travaux ont démarré ce mardi. Au menu, le bilan de la session précédente, mais aussi l'organisation de la campagne médiatique de l'élection présidentielle 2021. La Fondation Adrien Rongbedi a lancé un programme d'initiation à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qui constitue un enjeu économique de développement. Plusieurs ministres du gouvernement ont assisté au lancement de ce programme. Les détails dans ce 20h. Et puis, hors du Bénin, le décès de la juge de la Cour suprême a encore polarisé la situation politique aux États-Unis. Le président Donald Trump dévoilera en fin de semaine le nom de sa candidate à la tête de cette institution. Toujours aux États-Unis, la 115e Assemblée générale de l'ONU a démarré. Depuis quelques jours, mesdames et messieurs, une polémique fait le tour. Elle est liée à la démolition du réceptif Noum Hôtel en construction dans la zone balnéaire depuis plusieurs années déjà. Qu'est-ce qu'il en est réellement? Je vous propose de suivre les clarifications du ministre de la Communication qui était face à la presse ce mardi. Il est au micro de Marcel Arrossi. En réalité, le point de discorde provient de ce que l'entrepreneur, le promoteur dont vous avez évoqué le nom, s'est engagé à réaliser un édifice, un réceptif hôtelier pour une valeur de 10 milliards de francs CFA qui n'ont jamais été réellement exécutés à ce jour. Donc il ne s'agit pas de 21 milliards, c'est totalement faux, en tout cas contesté, mais de 10 milliards de francs CFA d'investissement. Cet entrepreneur, et je présume que vous connaissez les faits, s'était effectivement rapproché des autorités béninoises en 2010 et obtenu d'elles la concession d'un vaste domaine de 2 hectares dans la zone balnéaire du Palais des Congrès, dont vous connaissez la valeur immobilière, la valeur vénale, en contrepartie d'une modeste et modique redevance de 3 800 000 francs l'an. 3 800 000 francs l'an de redevance pour un domaine de 2 hectares aux abords du Palais des Congrès. En plus de ces redevances qui n'ont jamais été versées, sauf une seule fois, ce promoteur a bénéficié d'avantages douaniers et fiscaux considérables qui lui ont été octroyés par nos prédécesseurs. Tout ceci parce que, en réalité, en théorie, nous étions contents d'avoir ce réceptif hôtelier qui aurait permis à notre pays de briller un peu plus. Au terme des contrats, les travaux devaient être exécutés dans un délai de 30 mois, c'est-à-dire 2 ans et demi, après la signature de ce bail amphithéotique intervenu le 29 juin 2012. Ce délai écoulé, rien n'a été réalisé. Le promoteur a été approché, relancé, tensé pour exécuter ce contrat, toujours rien, jusqu'à l'avènement, et il faut que nous fassions le lien, du président Patrice Talon en 2016, qui a hérité de ce dossier embarrassant, gênant parce que nos intérêts n'étaient pas forcément saufs dans ce dossier, et a quand même pris la patience de relancer, d'accorder des délais supplémentaires, de prolonger les avantages douaniers, fiscaux qui ont été conférés
au promoteur qui, par ailleurs, a bénéficié d'un prêt important d'une banque de la sous-région à hauteur de 16 milliards pour cet investissement, mais nous n'avons pas trace de ce que ces fonds ont été injectés dans ce projet. Nous voilà dans une situation de blocage et d'inexécution fautive, délibérée des engagements pris vis-à-vis de l'État béninois avec les avantages que je viens de vous énumérer. Mise en demeure, relance, négociation, pourparlers, il est apparu que cet entrepreneur, peut-être en réalité, n'a jamais souhaité véritablement investir dans notre pays, puisque nous savons que les fonds ont été détournés, dissipés vers d'autres destinations. Le gouvernement a pris ses responsabilités et après les phases de relance amiable, amicale, a dû introduire des procédures adéquates pour obtenir la résiliation du bail qui avait été consenti, puisque le preneur n'a pas rempli les conditions qui s'imposaient, bien au contraire, l'expulsion et la remise en état des lieux, comme ça se fait en droit. C'est déjà une très bonne chose que ce domaine retourne sans servitude à l'État, qui trouvera sans aucun doute la manière la plus appropriée de le mettre en valeur effectivement pour le peuple béninois, comme nous le faisons dans la zone. Vous avez vu, le boulevard de la Marina est en train de s'embellir. Les projets ne manqueront pas de fleurir dans ce domaine qui est intégralement retourné dans le patrimoine de l'État sans aucune servitude et sans rien qui puisse l'immobiliser. L'Union progressiste a dépêché une délégation dans les 4e, 5e et 6e arrondissements de Cotonou. Les membres du parti ont fait le bilan des élections communales et municipales de mai dernier. Ils ont également pris de nouvelles résolutions pour la bonne marche du parti. Le compte-rendu de Précieuse Akweronou, présenté par Marcel Arrossi. L'Union progressiste au contact de ses militants. Ensemble, les membres du parti font le bilan des élections communales passées. Le parti a diligenté dans presque tous les départements de notre pays des délégations pour aller au contact des militants afin non seulement de recueillir leur avis, donc de faire le bilan, donc une évaluation des élections communales passées, voir quelles sont les frustrations, qu'est-ce qui reste à corriger, quelles sont les faiblesses par rapport à ces élections. Et je pense que c'est normal que quand on va vers les militants à la base, il faut les écouter. Parce que plus vous écoutez les militants, plus vous pouvez corriger le tir et rendre le parti encore plus fort que jamais. Et c'est à cet exercice que nous livrons aujourd'hui. Mais au-delà de l'évaluation des élections communales, nous sommes en train en même temps d'envisager aussi avec les militants comment concevoir les prochaines échéances électorales et en particulier l'élection présidentielle de 2021. Partout où nous sommes passés, on a vu donc des militants très engagés, mobilisés, et je voudrais demander à ces militants-là de continuer par être engagés et de continuer par travailler pour rendre l'UP encore plus fort que jamais. Dans le 4e, le 5e et le 6e arrondissement, les responsables du parti partagent les préoccupations des chefs quartiers et chefs d'arrondissement. L'entente et la cohésion au sein du parti est ce qui revient le plus souvent dans les propos des acteurs. C'est les militants du parti qui ont manifesté leur mécontentement par rapport au positionnement qu'il y a eu lors des dernières élections communales et municipales. C'est vrai, tout le monde ne pourra pas être sur la liste. Quand vous prenez le 6e arrondissement, c'est plus des milliers, c'est des milliers de militants de l'Union progressiste, alors que nous avons besoin de 10 personnes. Les militants se sont vidés. C'est l'un des objectifs de ces réunions, faire table rase de tout ce qui a pu se passer lors des dernières élections communales, où des militants ont pu être frustrés de par l'exercice des positionnements. Certains n'ont pas retrouvé leur nom alors qu'ils auraient voulu être candidats. Certains n'ont pas occupé les positions qu'ils auraient souhaité occuper. La gestion des élections, de la campagne, a amené des frustrations à des niveaux. Nous sommes venus et ce dont ils nous ont rassurés ici, c'est que notre seule venue a permis qu'ils déposent les armes, qu'ils fassent table rase du passé, ils se soudent encore les reins pour continuer le combat militant au nom de l'Union progressiste. Ils ont réaffirmé qu'ils sont UP et qu'ils demeureront toujours UP. Pas facile pour les adversaires d'hier de devenir alliés. Et pourtant, le sens du militantisme oblige.
Ils sont unanimes sur la nécessité de se mettre ensemble pour défendre les couleurs du parti. L'Union progressiste rassemble beaucoup d'anciens partis. Et vous voyez, ce n'est pas assez aisé, ce n'est pas facile et que les ennemis d'hier se retrouvent ensemble aujourd'hui. Donc c'est ça, au fait, la difficulté. Mais nous sommes en train d'être réglés tout ça, parce que l'Union progressiste, nous tous, nous venons d'ailleurs pour former ce parti, c'est-à-dire il y avait le PRD, il y avait l'AEB, il y avait le PSD et j'en passe. Tout cela doit rester ensemble aujourd'hui. Vous voyez que ça ne peut pas être facile. Le bilan de la participation de l'Union progressiste aux dernières échéances électorales reste positif. Si les responsables sont satisfaits de ce bilan, des efforts restent à fournir. Pour le moment, les regards sont tournés vers 2021. Je vous l'annonçais dans les titres. La deuxième session ordinaire de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication au titre de l'année 2020 s'est ouverte ce mardi au siège de l'institution. Les échanges portent, entre autres, sur le bilan de la session précédente, mais aussi sur l'organisation de la campagne médiatique de l'élection présidentielle 2021. Fifame Salomé Atadedi et Daniel Ada pour le point. D'une session ordinaire à une autre. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication était en séance solennelle ce 22 septembre 2020. Au menu, l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année en cours, qui fait suite à celle qui s'est refermée le 25 juin dernier. Cette première période concerne des activités aussi diverses que la gestion de la campagne médiatique des élections du 17 mai dernier et la régulation des médias en ligne. La décision prise en ce qui concerne ces médias en ligne s'imposait au regard de ce qu'on observait au niveau de cette catégorie de médias. Il fallait décanter la situation pour permettre à l'institution la réglementation des activités des promoteurs de médias en ligne, conformément à l'article 254 du Code de l'information et de la communication en vigueur dans notre pays. Au cours de cette deuxième session qui s'ouvre, les conseillers de la HAC vont se pencher sur des dossiers non seulement préoccupants pour l'institution, mais aussi pour la nation entière. Plusieurs rapports seront étudiés. Le rapport relatif à la régularisation de la situation des radiodiffusions sonores, dont les conventions sont arrivées à terme. Le rapport relatif à la mission de contrôle physique des sièges des organes de presse écrite, en vue de l'actualisation de la liste des journaux et écrits périodiques ayant une existence légale en République du Bénin. Le rapport relatif à l'organisation d'un séminaire d'évaluation de la décision portant modification de la décision numéro 95-062 du 3 novembre 1995 relative à l'organisation de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias du service public. Le rapport relatif à la procédure d'élaboration d'un cadre de travail formel entre la HAC et les organes dits institutionnels et de services publics. Cette session ordinaire va également permettre à la HAC de réfléchir notamment à l'organisation de la campagne médiatique de l'élection présidentielle 2021. Intéressons-nous à présent à cette séance de travail entre le représentant de l'UNICEF et la toute nouvelle chef de la coopération suisse au Bénin. Au menu des échanges, les défis à relever dans le secteur de l'éducation au Bénin. On les écoute au micro de Lénaïk Agbazaou et de Edmond Mouba. Et c'était pour moi l'opportunité de me joindre à celles et ceux qui ont déjà rencontré Madame la directrice pour lui souhaiter la bienvenue au Bénin, mais aussi une opportunité de magnifier l'excellente collaboration qui existe entre la coopération suisse et l'UNICEF ici au Bénin, mais pas seulement au Bénin, à travers le monde et même au niveau de nos sièges. Et c'était aussi l'opportunité de la briefer sur la contribution de la coopération suisse au programme de coopération de l'UNICEF qui s'élève à
5 500 000 $ américains, et ce qui représente pratiquement 39% du budget prévisionnel du programme éducation de l'UNICEF, ce qui n'est pas une portion négligeable. Et ensemble, je pense que nous avons un rôle à jouer pour à stimuler les acteurs dans les secteurs de l'éducation pour accompagner le ministère de l'Éducation pour encore plus pour l'éducation des enfants du Bénin. J'ai rencontré monsieur le représentant de l'UNICEF pour la première fois. J'ai pris mes fonctions récemment, donc c'était d'abord une prise de contact et puis ensuite l'occasion d'échanger sur notre partenariat qui justement veut promouvoir la scolarisation, la qualité de l'éducation, la scolarisation des filles notamment. Donc je pense que nous travaillons ensemble et nous sommes engagés pour les années à venir. Et c'était vraiment l'idée de pouvoir échanger de manière générale et sur les enjeux du système éducatif. Bonjour, mesdames et messieurs, écoliers et élèves reprendront le chemin des classes. Et pour réussir son année scolaire, il est indispensable de développer certaines aptitudes. Un expert en neurosciences en parle au micro de Axel Dancy et de Daniel Adam. Pour que l'enfant réussisse réellement pour son année scolaire, l'enfant a besoin d'avoir du carburant dans la voiture. Je fais une métaphore, c'est-à-dire lorsque vous avez une voiture, la voiture, pour qu'elle aille, elle a besoin d'avoir du carburant, elle a besoin d'avoir de l'eau, elle a besoin de l'électricité, elle a besoin d'un dispositif, d'un confort embarqué pour nous amener loin. C'est pareil pour l'apprenant. L'apprenant a besoin d'avoir, on appelle ça des neurotransmetteurs, c'est des substances chimiques, le carburant dans sa voiture, dans son cerveau. Donc, il doit avoir un terrain favorable pour lui permettre d'aborder son apprentissage. Quel que soit le psychologue, quel que soit le coach qui va l'accompagner, si on ne tient pas compte de sa neurochimie, de ses neurotransmetteurs au niveau du cerveau pour l'aider, il ne va pas pulser. Parce que quand je prends la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui n'est rien d'autre que l'essence dans la voiture, qui génère la motivation chez l'apprenant. D'accord? Et c'est ça qui gère la mémoire de travail chez l'apprenant. Quand je prends l'acétylcholine, c'est même lui le patron de l'attention. Et c'est lui qui gère ce qu'on appelle la mémoire à court terme. C'est-à-dire la mémoire à court terme, lorsque je prends une information et que je vais en faire quelque chose, je comprends l'information d'abord, je mets l'information dans ma mémoire à court terme et après j'envoie ça. C'est le transit pour envoyer l'information dans la mémoire à long terme. Il y a le GABA qui gère la mémoire auditive quand l'enseignant parle, quand on me parle. Donc, le GABA qui gère la mémoire auditive qui n'est rien d'autre que l'eau dans la voiture, le refroidisseur. Quand votre enfant est en manque, on lui parle, il ne comprendra pas. Il sera tout le temps énervé et même pour faire revenir l'information à la conscience lui sera très très difficile. Il y a autre chose, la sérotonine qui gère la mémoire visuelle et auditive. Ce qu'on te montre et on te parle de ça. Mais quand vous êtes en manque, vous avez une difficulté de reconnaître les choses, de voir les choses. L'apprenant a besoin de ces 4 types de mémoire. La mémoire de travail, la mémoire à court terme, la mémoire auditive et la mémoire visuelle auditive. Mais si l'enfant manque de cette biochimie, il faut d'abord, à travers une bonne alimentation et même des compléments alimentaires, l'aider à équilibrer cette substance chimique-là, quitte à rendre le terrain de l'apprentissage favorable. Maintenant, un psychologue peut prendre la relève pour pouvoir amener l'enfant à bon port. On reste dans le domaine de l'éducation. L'Union des élèves et étudiants pour le développement de l'arrondissement d'Agamem célèbre l'excellence en milieu scolaire grâce à l'appui de la coopérative d'aménagement rural. Les meilleurs aux différents examens et des cours de vacances ont reçu des présents. Jean-Claude James, Julia Kweikou, compte rendu. Une enveloppe financière qui sanctionne les efforts des premiers d'Agamem au CEP, au BEPC et au BAC.
Ils sont suivis des meilleurs des cours de vacances de la 6e en terminale qui ont bénéficié des kits scolaires. Aujourd'hui, c'est la richesse communautaire qui prime les enfants, qui prime nos apprenants. Nous l'avons désiré à l'UDESCA avec les cadres. Nous nous sommes battus pour que quelque chose change. La richesse communautaire doit servir à la communauté. Et nous sommes partis pour ne plus reculer. Et nous devons, de ce pas, remercier le chef de l'État qui, en 2017, quand nous avons engagé la bataille pour la libération de la CAR, pour une bonne gestion, il a pris les mesures idoines. Qu'on propulse nos jeunes à aller plus. C'est notre credo. Et priez beaucoup pour nous. Je vous exhorte à prier beaucoup pour nous, surtout pour l'exécutif de l'OCOSA et pour le conseil communal. Parce que nous sommes prêts à taper à toutes les portes pour que vous ayez au moins le mieux-être. Lauréat et membre de l'Union des élèves et étudiants pour le développement de l'arrondissement d'Agamé se réjouissent de cet accompagnement de la coopérative d'aménagement rural. Je tiens tout simplement à dire merci. Infiniment merci d'avoir organisé cette cérémonie. Je dois aussi dire que nous sommes tous intelligents à Agamé. Nous avons tout simplement besoin d'un bon guide, comme l'a dit monsieur le deuxième adjoint au maire, pour figurer parmi les meilleurs du Bénin. Je souhaiterais rappeler à tous et à chacun ici présent que Agamé, c'est nous. Nul ne peut venir d'ailleurs pour construire notre arrondissement. Toute l'équipe de coordination des cours de vacances a été aussi encouragée par les organisateurs qui espèrent des résultats meilleurs l'année prochaine. Le département du Mono était à l'honneur lors des derniers examens de fin d'année. Les élèves qui, par leur travail, ont contribué à ce résultat ont été encouragés. Moyens de déplacement, kits scolaires et enveloppes financières leur ont été donnés par le deuxième adjoint au maire de l'OCOSA, président d'une fondation. On retrouve Jean-Claude James et Jules Akoïkou. L'exploit de chacun d'eux est célébré par la fondation Rodéo Menyikpa. Ils viennent tous de la commune de l'OCOSA et sont respectivement premiers du Bénin au CEP, premiers du Bénin au bac et premiers du département du Mono au BEPC. La fondation dote le premier au bac du Bénin d'une moto râteau avec immatriculation et une enveloppe financière de 50 000 francs. Le premier au CEP du Bénin avec un kit scolaire plus une enveloppe financière de 50 000 francs et un vélo VTT. Et le premier au BPC du département d'une enveloppe financière de 50 000 francs, d'un kit scolaire plus un vélo VTT. Par ailleurs, la fondation, à mon nom et à ma qualité de deuxième adjoint au maire de la ville de l'OCOSA, félicite le gouvernement de Patrice Talon dans sa gestion de la pandémie de Covid-19. Le représentant du préfet, le maire de la commune de l'OCOSA, les parents d'élèves, les lauréats et les responsables du système éducatif saluent l'initiative et exhortent les élèves à maintenir le cap. Non seulement il s'agit d'un accompagnement psychosocial, mais aussi et surtout d'un réarmement moral. La main qui donne est celle qui repart chargée de grâce. Monsieur le donateur, soyez bénis. Il vous revient, vous autres récipiendaires, d'être ponctuels, assidus et dévoués afin que la moisson soit quantitative et qualitative à la fin de l'année scolaire 2020-2021. Cette consécration nous permet aujourd'hui de mettre nos familles à l'honneur. Nous remercions spécialement nos parents, sans oublier évidemment nos enseignants, pour leur soutien affectif infaillible tout au long de la préparation de nos examens. C'est le lieu de remercier tout particulièrement la Fondation Rodéo Menyikpa et nous promettons solennellement nous battre pour l'occupation des meilleures places les années à venir. Le premier au bac G3, les admis au CEP et au BEPC de l'arrondissement de Koudo n'ont pas été oubliés au cours de cette célébration de l'excellence.
Les orphelins des militaires décédés en activité ont aussi reçu des kits scolaires de la part du gouvernement. L'initiative est portée par le ministre délégué auprès de la présidence chargée de la Défense nationale, soutenue par sa collègue des Affaires sociales et l'UNICEF. Ghislain Poguet et Michel Egbe nous en disent plus. L'armée n'oublie pas ses orphelins. Des kits scolaires sont distribués aux enfants des militaires béninois décédés en activité. Les parents ne sont plus là, mais les enfants sont soutenus par l'institution dans laquelle leurs parents ont servi et trouvé la mort. Chers enfants, je suis plein de compassion en ce moment parce que je comprends ce que vous avez donné pour vos pères, pour le Bénin et pour le monde entier. Je suis également plein de respect, d'une part pour la mémoire de vos parents, pour le sacrifice suprême consenti, celui de leur vie, et d'autre part pour votre courage à poursuivre désormais le combat de la vie sans le soutien précieux de vos bien-aimés parents qui sont irremplaçables. Cette compassion du représentant résident de l'UNICEF s'est concrètement traduite en un don constitué de 2804 cahiers de 100 pages, de 1890 cahiers de 200 pages, 1614 cahiers de 300 pages, 784 stylos bleus, 686 stylos rouges, 600 stylos noirs et 555 boîtes de mathématiques. L'armée fait partie des rares, je dirais même la seule composante où, en tant qu'individu, ma réussite et ma survie dépendent de mon second. D'où la cohésion absolue. Cette cohésion que vous devrez, pour votre suivi, manifester tout au long de votre carrière, doit pouvoir suivre si malheureusement, que ce soit en mission ou en dehors d'une mission, vous avez été fauché. En situation de combat et sur les théâtres de conflit, les militaires évoluent en binôme et en groupe et se soutiennent. C'est de ce soutien que bénéficient les enfants des défunts de la part de ceux qui sont encore vivants et du gouvernement. Monsieur le ministre, je voudrais vraiment vous féliciter d'avoir pris cette initiative inédite, initiative belle, symbolique, qui témoigne de l'esprit de partage et de solidarité qui prévaut au sein de votre département ministériel. L'acte que vous posez aujourd'hui a une haute portée sociale et humaine et qui s'inscrit également dans la droite ligne de la vision du chef de l'État qui érige le social au rang de priorité de son action. Cette opération se fera dans toutes les garnisons du Bénin, de façon à atteindre tous les enfants concernés. La Fondation Adrien Ngwedi, je vous le disais dans les titres, a lancé un programme d'initiation à l'intelligence artificielle. Plusieurs membres du gouvernement étaient au lancement de ce programme présenté aux jeunes béninois. Les détails de Marcel Arossi et de Mathieu Sokeno. Connaissez-vous Sophia? Sophia, ça vous dit quelque chose? Sophia n'est qu'un robot, l'un des plus intelligents de la planète. Sophia n'est pas humaine, mais elle parle et fait montre d'une connaissance conversationnelle inouïe. La ministre du Numérique raconte ici l'histoire de Sophia qu'elle aurait rencontrée en octobre 2018 en parlant de l'intelligence artificielle à ses interlocuteurs venus en vacances numériques. L'intelligence artificielle, ce n'est pas que des robots. Mais Sophia a été conçue pour montrer le champ des possibles quand il s'agit d'intelligence artificielle. Dans la révolution numérique qui secoue le monde, l'intelligence artificielle occupe une place de choix et induit des dynamiques économiques et aussi des dynamiques de souveraineté qui en font un domaine incontournable. Pour un pays en développement numérique comme le nôtre, comme le Bénin, il importe de comprendre donc qu'il y a de vrais enjeux économiques derrière l'intelligence artificielle. Et ceci n'a pas échappé au président de la République, le président Patrice Talon. Et c'est pour cela que sous son leadership, le Bénin a entrepris de réaliser une stratégie nationale relative aux mégadonnées et au développement de l'intelligence artificielle. Cette initiation à l'intelligence artificielle vous permettra de comprendre le concept dans tous ses aspects et contours et d'appréhender dans quelle mesure vous pouvez y jouer un rôle
L'objectif de cet exercice n'est nul autre que de susciter l'intérêt des jeunes béninois sur les merveilles et la révolution technologique. Il y a quelques années, nous avions lancé la Fondation pour le numérique et la jeunesse. Et très tôt, nous nous sommes rendus compte que les jeunes ont manifesté beaucoup de passion pour cette science, surtout pour ses applications, qui concernent de nombreux aspects de la vie quotidienne. En faisant ce que nous faisons aujourd'hui, nous voulons être également des lanceurs d'alerte pour dire attention, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, votre vie quotidienne, l'économie, la médecine, l'agriculture, les ponts et chaussées vont être bouleversés par une nouvelle technique qui s'appelle l'intelligence artificielle. En admettant que l'intelligence artificielle est devenue l'un des grands enjeux de ce 21e siècle, le ministre de la Communication reconnaît qu'investir dans ce domaine et en développer une réflexion critique va bientôt devenir un parcours obligé. L'intelligence artificielle peut nous aider à avancer plus rapidement vers la réalisation des objectifs de développement durable en favorisant une meilleure évaluation des risques, en optimisant la précision des prévisions, la vitesse de partage des connaissances, en proposant des solutions innovantes dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'écologie, de l'urbanisme, des industries créatives et en améliorant les conditions de vie et le bien-être quotidien. Déjà, de jeunes entreprises africaines innovantes utilisent des plateformes de téléphonie mobile à intelligence artificielle pour fournir un accès aux services financiers à des centaines de millions d'Africains qui n'ont pas accès aux banques traditionnelles. Pourquoi pas au Bénin? L'intelligence artificielle représente un potentiel énorme pour améliorer les efforts de développement en Afrique. Et s'il est admissible que l'Afrique est en retard, il est quand même vrai qu'il y a une dynamique forte avec les startups qui commencent à émerger. Le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts a entrepris depuis quelques mois une série de réformes pour assainir le domaine des arts et de la culture. Au nombre de ces réformes, on peut citer l'harmonisation des métiers artistiques à travers l'identification et la classification des métiers de validation dont les travaux ont été lancés par le ministre Jean-Michel Abimbola. Je vous propose de l'écouter au micro de Axel Dancy et de Rodrigue Blandomé. Au Bénin, les métiers artistiques sont peu ou mal structurés et surtout sous-documentés. Bien que l'exercice ait toujours occupé une place importante dans l'économie nationale. Éléments identitaires, par ailleurs, ils sont exercés par des hommes et femmes et représentent pour les communautés un véritable atout pour l'économie locale. La consolidation des liens sociaux, la production de contenus, de biens, de services visant à construire l'offre et l'attractivité touristique. Les identifier de manière exhaustive est une tâche peu aisée, mais nécessaire car le secteur des arts et de la culture au Bénin a longtemps souffert de la confusion des genres due à l'illisibilité des rôles, au peu de clarté qui a prévalu dans la définition de concepts comme métiers artistiques, travailleurs artistiques ou, plus couramment, artistes, pour ne citer que ces cas-là. Vous comprenez alors pourquoi le besoin de clarification, d'encadrement administratif et réglementaire du secteur s'avère nécessaire. L'arsenal juridique en matière culturelle dont dispose le Bénin, notamment la loi 91-006 du 25 février 91 portant charte culturelle en République du Bénin, et le décret 2011-322 du 2 avril 2011 portant statut de l'artiste en République du Bénin, n'encadre ni l'identification ni la classification des métiers artistiques. C'est pourquoi la présente démarche de clarification et d'harmonisation des métiers artistiques a été entreprise par le ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts à travers la Direction des Arts et du Livre. Pour y parvenir, il est apparu nécessaire d'élaborer le document de référence qui est la nomenclature des métiers artistiques qui permettra de répertorier l'ensemble des métiers artistiques exercés au Bénin, d'en donner une classification claire, de permettre une harmonisation et une simplification des terminologies
par leur codification. Cette nomenclature, qui a pris en compte des filières comme les arts de la scène, les arts visuels et numériques, le cinéma et le livre, le patrimoine, mérite l'attention et la contribution de tous. L'actualité hors du Bénin, c'est l'appel du chef de la junte au pouvoir au Mali à soutenir les forces étrangères présentes dans le pays. Aux États-Unis, la course pour la présidentielle est chamboulée par la mort de la juge de la Cour suprême. Toujours aux États-Unis, la 115e Assemblée générale de l'ONU a démarré ce mardi en édition virtuelle due à la pandémie de coronavirus. Et puis en Angleterre, de nouvelles mesures ont été annoncées pour faire face à la propagation de la pandémie. Robert Copin-Idor. À Bamako, au Mali, le chef de la junte au pouvoir, le colonel Assimi Goïta, appelle ses compatriotes à soutenir les forces étrangères présentes dans le pays. En citant notamment la force française Barkhane et les casques bleus de la MINUSMA, il s'exprimait en marge des cérémonies du 60e anniversaire de l'indépendance du Mali. Le message à l'endroit du peuple malien, c'est un message d'union sacrée autour du Mali. Et je demande à la population malienne de soutenir les forces armées de défense et de sécurité. Et c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de les féliciter et de les encourager pour tous les efforts qu'elles déploient pour ramener la sécurité et la paix au Mali. Et je demande aussi à la population malienne de soutenir nos forces partenaires telles que la force Barkhane, la MINUSMA et la force Takuba. Aux États-Unis, premier jour de débat dans le cadre des travaux de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Un rendez-vous annuel qui rassemble les dirigeants du monde entier à New York, au siège de l'ONU. Mais cette année, en raison de la pandémie de coronavirus, les assemblées et débats se tiennent de manière virtuelle. Aucun chef d'État ne sera présent dans le célèbre building. Les présidents devront faire leur adresse par écran interposé. Cette année, l'ambiance est donc complètement différente de celle des années précédentes. Pas de foule, ni de policiers, les rues sont calmes et désertes. La crise sanitaire a poussé l'ONU à s'adapter au format des visioconférences et lors de ses remarques préliminaires, Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, a mis en avant les priorités de cette 75e session de l'ANU, à savoir la riposte mondiale à la pandémie de coronavirus, mais aussi et surtout la paix, la sécurité, le désarmement, les droits de l'homme, l'égalité des sexes et le développement durable. La pandémie de Covid-19 est une crise qui ne ressemble à aucune autre de notre vie et donc la session de l'Assemblée générale de cette année ne ressemblera à aucune autre. Nous avons un programme complet et les enjeux ne pourraient être plus élevés. Plusieurs présidents se sont relayés par message vidéo, puis des interventions de chefs d'État africains dans la matinée de ce mardi. Des électeurs dans les États clés du Michigan et de l'Ohio, dans le Midwest américain, donnent leurs impressions sur la bataille politique qui s'annonce pour remplacer le siège vacant à la Cour suprême de la juge Ruth Bader Ginsburg, décédée la semaine dernière. Je crois que c'était une intervention divine et si le siège vacant doit être remplacé avant l'élection, ainsi soit-il et Dieu s'en chargera. Le président américain Donald Trump s'est prononcé sur le sujet lors de ce rassemblement et annonce qu'il désignera en fin de semaine une nouvelle juge pour la Cour suprême afin de succéder à Ruth Bader Ginsburg. Je vais annoncer qui c'est. La seule chose que je dirai pour les femmes, ce sera une femme. S'il vous plaît, levez votre main tout de suite. Il y a beaucoup de femmes ici. Au Royaume-Uni, le Premier ministre britannique Boris Johnson annonce de nouvelles restrictions, dont un couvre-feu des bars fixé à 22h en Angleterre et incite les travailleurs qui le peuvent à reprendre le télétravail face à la rapide reprise de la pandémie de nouveau coronavirus. Le Royaume-Uni, pays le plus en deuil du vieux continent, a relevé lundi le niveau d'alerte face à la reprise rapide de l'épidémie qui pourrait faire plus de 200 morts par jour sans changement de cap. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages.
Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.